Cette brève de cuisine va en fait être le condensé d'une autre vidéo que vous allez pouvoir voir au format long d'ici quelques jours sur tout simplement le nouveau guide de l'Agence nationale en matière de défense et de sécurité des systèmes d'information, plus facilement nommé l'ANSI ou l'ANSI, vous direz comme vous voudrez. Je vous fais un format court, brève de cuisine, pour être à peu près certain que vous irez jusqu'au bout. Je dis bien à peu près certain parce que dès qu'on parle de sécurité, ce n'est jamais sûr. Alors, ce guide, eh bien, c'est tout simplement la version 2 d'un guide qui est sorti il y a 9 ans, qui contenait à l'époque 8 pages. Aujourd'hui, il en contient 52. Donc, c'est vous dire que voilà, la nature du risque a un petit peu évolué ces 9 dernières années, on va dire ces 10 dernières années. Et que tout simplement, il est de plus en plus difficile d'appréhender pour un chef d'entreprise, d'appréhender pour un DSI, un RSI, cet aspect de la sécurité qui est le mot de passe. Car ce guide ne traite que d'un seul sujet, c'est le mot de passe, mais alors sous toutes ses formes et pour tout type de public. Vous avez des développeurs, des administrateurs, des RSI, des DSI et bien évidemment, nous tous qui sommes utilisateurs tout au long de notre journée. Et donc ce guide est là pour répondre tout simplement aux préoccupations de ces personnes qui sont à chaque fois des préoccupations un petit peu différentes, tout simplement parce qu'un développeur n'a pas évidemment le même souci quand il fait de la sécurité et de l'authentification qu'un simple utilisateur qui lui, ce qu'il veut, c'est qu'en gros, ça soit confortable, qu'on ne lui demande pas son changement de mot de passe toutes les 2 minutes, et puis qu'en plus de cela, si à la limite il avait à ne pas en taper, la vie serait belle. Voilà. Alors, après cette brève introduction, je vais me focaliser sur les points qui sont vraiment clés dans ce guide parce que autrement, il faut aller voir le format long. Donc, abonnez-vous si vous voulez avoir plus d'informations ou vous pouvez également nous contacter pour qu'on vienne faire une analyse chez vous directement du risque au niveau du facteur d'authentification, donc le mot de passe. Là, je vais donc vous faire vraiment un focus sur les points clés. Alors, ils sont nombreux. Alors, il a fallu faire des choix. Ce n'est vraiment pas exhaustif. D'ailleurs, dans le format long, il a fallu également faire des choix. Alors, un peu moins parce que la vidéo va durer 20 à 30 minutes. Dans celle-ci, mon choix déjà s'est porté sur, on va dire, un peu la base. Un mot de passe, qu'est-ce que c'est? Donc, un mot de passe, c'est quelque chose qui est censé, tout simplement, permettre à un vérificateur, c'est-à-dire celui qui va vérifier l'exactitude de ce mot de passe, que vous êtes bien celui qui prétend être. Alors, pour cela, on a, on va dire, 3 méthodes ou 3 types d'authentification possibles qu'on va soit prendre de façon unique, soit on va agglomérer dans ce qu'on appelle du multifacteur. Alors, façon unique, c'est très simple, on le fait tous les matins, enfin normalement, tous les matins, vous tapez un mot de passe pour ouvrir votre session, que celle-ci soit une session Linux, une session Mac, une session Windows, vous tapez un mot de passe le matin. Ce mot de passe est vérifié, donc là, vous êtes à ce moment-là ce qu'on appelle un prover, et donc vous devez prouver finalement quelque part votre identité et que vous êtes donc encore une fois bien celui qui prétend être. Et vous avez en face de cela un vérificateur qui lui va vérifier l'argument. C'est-à-dire que vous allez dire, voilà, moi voilà mon mot de passe, je désire rentrer dans telle ressource, laisse-moi rentrer. Si c'est correct, le vérificateur vous laisse rentrer et vous accédez à la fameuse ressource. Si ce n'est pas correct, vient un moment où on va vous donner X tentatives pour voir si vraiment vous avez fait une petite erreur, mais que vous êtes bien la personne qui prétend être. Et puis au bout d'un moment, on va dire, hop, c'est bloqué. Voilà. Ça, c'est le principe de base. Après, vous avez le multifacteur, ce qu'on appelle du MFA. Alors, le multifacteur vient compléter finalement l'arsenal qui est mis à la disposition des administrateurs système pour vous identifier et ça vient offrir généralement un peu plus de souplesse à l'utilisateur. Alors, dans le MFA, on va distinguer en fait 3 façons ou 3 types d'authentificateurs. C'est-à-dire que vous avez déjà ce que vous savez. Ça, c'est donc, on va dire, ce que je sais. Ce que je sais, c'est par exemple, je connais mon mot de passe. Vous avez ce que vous possédez. Alors, ça peut être par exemple un smartphone. Alors, si le vérificateur vous demande à l'aide de votre smartphone, tout simplement d'appuyer sur un nombre qui s'affiche sur votre écran au milieu d'autres nombres, et par exemple, il vous dit appuyez sur le 53. Vous appuyez bien sur le 53. À partir de là, il peut donc attester que vous possédez bien ce smartphone. Là, c'est donc ce que je possède. Et enfin, il y a le facteur inhérent. Le facteur inhérent, c'est vous, tout simplement. Je vais vous donner un exemple très concret, ce que font peut-être beaucoup d'entre vous tous les matins. Ils se mettent devant leur écran ou bien devant leur webcam et à partir de ce moment-là, la webcam fait une reconnaissance faciale. Là, c'est ce que vous êtes, c'est-à-dire c'est un facteur inhérent d'authentification.
Avec ces trois méthodes-là, ce que vous savez, ce que vous possédez, ce que vous êtes, on peut faire du multifacteur pour tout simplement rendre soit l'authentification plus souple, soit la rendre plus robuste. Je dis bien plus robuste et non pas plus forte. Si vous voulez avoir le distinguo, regardez la vidéo au format long, là je vous en dirai un peu plus. Eh bien, donc ça, c'est déjà un point qui est très important. C'est-à-dire que vous avez soit un facteur unique, qui se doit dans ce cas-là d'être adapté, on va dire, au niveau du risque. Est-ce que vous êtes, on va dire, quelqu'un qui accède à des données très sensibles ou à une partie qui serait considérée comme ne devant pas être exposée, que ce soit au niveau du cloud ou au niveau du on-premise, c'est-à-dire dans votre infrastructure. Dans ce cas-là, on va vous donner un mot de passe très robuste, très fort, ou bien est-ce que vous êtes quelqu'un qui a accédé tout simplement à une ressource un petit peu plus banale, et dans ce cas-là, on va peut-être vous donner un mot de passe plus simple, entre grosses guillemets. Et là, j'arrive justement à un autre point qui est très important, c'est la longueur des mots de passe. La longueur d'un mot de passe, jusqu'il y a peu, c'était minimum 8 caractères. Nous sommes passés à 9 dans la version 2 de ce guide. Il y a enfin la question de la périodicité du changement. Dans quelle va être la durée de vie de votre mot de passe. Là, il va falloir faire ce qu'on appelle une analyse du risque, tout simplement par rapport au type de population qui se connecte à une ressource informatique, en déterminant si cette population-là a besoin d'avoir un changement régulier de son mot de passe, parce qu'elle peut être sujet justement à accéder à des données très sensibles, et puis en plus, elle se connecte souvent à distance, donc on ne sait pas trop ce qui est fait avec les mots de passe. Dans ce cas-là, peut-être une périodicité plus importante. Il vient tout de suite derrière la complexité de ce mot de passe. Est-il utile et absolument indispensable d'avoir un mot de passe complexe? Et surtout, est-ce qu'on doit allier mot de passe complexe avec, eh bien, tout simplement une longueur de mot de passe? Eh bien non, ce n'est pas forcément la meilleure des pratiques. Peut-être qu'à l'origine, ça avait été bien pensé, mais en définitive, ça conduisait à avoir des utilisateurs qui essaient de truander un petit peu le système en, par exemple, rajoutant une lettre à la fin, un chiffre à la fin. Par exemple, c'était un mot de passe compliqué avec un 1, le mois suivant, c'était toujours le même mot de passe avec un 2, etc., etc. Donc finalement, ça conduit un petit peu à un contournement de la sécurité, et ce n'est pas vraiment ce qui était voulu. Et puis, ça conduit aussi à une autre chose, c'est le fameux mot de passe qu'on va noter sous le clavier ou qu'on va retrouver sous le tapis de souris. Donc, on peut constater que ce n'était peut-être pas la meilleure approche. Donc, la meilleure approche qui est considérée aujourd'hui, c'est celle de dire déjà favorisons les mots de passe très longs. C'est-à-dire que optons plutôt pour des mots de passe de type phrase. Par exemple, le matin, vous faites quoi? Vous prenez une douche, et ben on écrit « Je prends une douche, elle est à 38 degrés ». Alors, je ne sais pas si la température sera bonne, mais en tout cas, vous avez compris le mécanisme, c'est d'agglomérer bien finalement quelque chose qu'on va pouvoir se souvenir avec une complexité, que ce soit par des chiffres, des lettres ou par exemple avec des sigles à l'intérieur. De ce fait, c'est beaucoup plus facile à tout simplement retenir, et peut-être que vous accepterez plus facilement d'en changer, on va dire, d'ici 3, 4, 5, 6 mois, selon, encore une fois, le type de personnel. Parce que ce que je vous dis là est toujours dépendant de vos accès ou du personnel concerné. Alors, pour finir, je vous dirais qu'il y a quelque chose qui nous paraît évident depuis de très nombreuses années, c'est qu'il ne faut pas utiliser de fichiers Excel, par exemple, pour stocker vos mots de passe, ou un document Word pour stocker vos mots de passe, dans lequel ou sur lequel vous auriez mis un mot de passe pour en sécuriser l'accès. C'est une très mauvaise pratique. Ce type de protection se casse très rapidement avec n'importe quel utilitaire sur Internet que vous allez trouver à peu près en 10 secondes. Donc, c'est une très mauvaise pratique. Il faut absolument que vous ayez des mots de passe différents pour chacune de vos ressources. Dès que vous accédez à un site web, c'est un mot de passe pour ce site web. Dès que vous accédez à un ordinateur, c'est un autre mot de passe. Vous avez je sais pas moi, un identifiant chez Netflix ou Amazon Prime, on va fâcher personne. Ce sont à chaque fois d'autres mots de passe. Vous ne devez jamais avoir le même mot de passe. En partant de là, ça va devenir très compliqué de mémoriser tous ces mots de passe qui se doivent à chaque fois d'avoir quand même un niveau de complexité. Eh bien, il faut utiliser un coffre-fort. Depuis très longtemps, Carpe Diem préconise à ses clients un coffre-fort qui est très connu, qui s'appelle KeePass. Alors KeePass a un inconvénient par rapport à d'autres concurrents, c'est qu'il n'est pas très orienté cloud, c'est-à-dire que c'est souvent un gestionnaire de mots de passe que vous allez retrouver au sein de votre réseau. Alors chez certains de nos clients où on l'a implémenté, on a trouvé des astuces pour en avoir un usage réseau et pour en avoir un usage un peu cloud. Mais voilà, il n'a pas été vraiment dessiné pour ça, donc en définitive,
c'est un peu sa limite. Mais en revanche, c'est un système très robuste dans lequel vous allez pouvoir mettre vos mots de passe. Vous avez 2 facteurs d'authentification avec minimum, c'est-à-dire que vous avez tout simplement le mot de passe, ça c'est ce que vous savez. Vous avez ce que vous possédez parce que vous allez générer ce qu'on appelle un petit fichier de clé. Si vous n'avez pas les 2, vous n'entrez pas dans le coffre-fort. Alors, il ne faut pas perdre ni l'un ni l'autre, mais en revanche, voilà, c'est une sécurité un peu ultime si vous voulez bien protéger vos secrets numériques. C'est ainsi que va se terminer donc cette vidéo courte. Tous les points de ce guide n'ont pas été abordés. Si vous voulez avoir le maximum d'informations, abonnez-vous. Et puis, bien évidemment, dès que vous avez la petite notification qui va vous informer de la mise en ligne de la vidéo grand format. Alors le grand format fera aux alentours de 20 minutes à 30 minutes, donc vous prévoyez un petit peu de temps dans le week-end. Vous asseyez tranquillement dans le canapé et puis vous m'écoutez. On va essayer d'être intéressant et pas rébarbatif parce que la sécurité, malheureusement, je le sais bien, c'est jamais trop ce qui passionne. Les utilisateurs, c'est plutôt ce qui les embête. C'est comme ça, c'est ainsi, c'est pas très juste pour la sécurité, mais bon, que voulez-vous? On est un petit peu tous comme ça, on veut de la sécurité, mais on voudrait que ça soit très très simple d'utilisation. Prenez soin de vous, je vous dis à très très bientôt pour une brève de cuisine ou pour la version longue de cette vidéo. À bientôt.